Euh, si le fantasme est manque, alors l'absence du fantasme est absence du manque. Le philosophe Emmanuel Levinas a été confronté à cette absence du manque à travers l'expérience des régimes totalitaires. Né en 1906 en Lituanie, il fut emprisonné en 1940 dans un camp allemand où il séjourna durant toute la guerre. Cette expérience profonde a façonné son pensée et conduit au développement de son théorie du visage. Le visage de chaque personne apparaît exposé et vulnérable face à l'autre. Il peut être blessé, injustement traité, voire tué. Il exprime notre essence biologique qui en tant que telle est faible et potentiellement sujette à la maltraitance. Cependant, cette même fragilité devient un moyen de protection. Précisément parce que l'autre est vulnérable, nous avons la responsabilité morale de le protéger. Autrement dit, la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une voie qui appelle à la responsabilité. Le visage dit silencieusement, ne me tue pas. À travers cet appel, non pas un commandement mais un défi moral, se révèle finalement la dimension éthique du visage. Et derrière les caractéristiques phénoménologiques du visage se cache quelque chose de plus profond, l'infini. Autrement dit, le visage n'est pas seulement un être physique, mais porteur d'une dimension morale infinie, totalement irrécupérable. L'argument en faveur de l'infinité du visage s'apparente à l'argument odologique cartésien. Si nous pouvons concevoir l'idée d'un être suprême, alors cet être existe. Même si nous ne pouvons pas le penser pleinement, nous pouvons au moins penser qu'il existe. Bien sûr, l'impossibilité du maître n'existe pas ontologiquement. On peut tuer l'autre, mais on ne peut pas, même en le tuant, atteindre l'infini qui se cache derrière son visage. Ainsi, le visage demeure un objet toujours insaisissable et sa fragilité ontologique n'existe que pour nous rappeler cette insaisissabilité. Pour Lévinas, le visage n'est donc pas simplement un phénomène perceptif, mais une expérience morale immédiate. Il ne se limite jamais à ce que nous voyons, il dépasse toute image. Cette transcendance crée une ouverture vers un espace fantasmatique, un lieu d'appel infini. Le visage ne permet pas de le réduire à une simple image. C'est une présence vivante, une nudité, une parole silencieuse qui nous engage moralement. Il n'appartient pas à l'ordre du visible, bien qu'il apparaisse. C'est une manifestation qui excède le sensible, ouvrant vers le fantasme. Cette irréductibilité du visage, cette manière dont il dépasse toujours le visible, trouve un écho dans la théorie lacanienne du regard. Lacan distingue entre le voir, ce que fait le sujet, et le regard, ce qui échappe au sujet, ce qui le regarde. Et le regard n'est pas seulement ce que l'œil perçoit, c'est la dimension qui échappe à la compréhension du sujet, ce qui dans le visible signale une absence. Le regard se tient toujours à distance, toujours ailleurs. Il surgit là où on ne l'attend pas, dans une réflexion un peu aveugle. Ainsi, le fantasme n'existe que grâce à ce regard qui nous voit. La feinte du regard, cette séparation entre l'œil qui voit et le regard comme objet, est précisément ce qui ouvre l'espace du fantasme. Sans cette ouverture, sans cette fracture dans les champs visuels, il n'y aurait aucun lieu pour que le fantasme prenne place.
il en va de même pour le visage de Lévinas. Je vois le visage et le visage me voit. Cependant, dans le cas de Lévinas, l'ouverture du visage institue une relation de responsabilité, tandis que chez Lacan, la feinte du regard institue une relation de désir. Ni la responsabilité ni le désir ne conduisent jamais à la conquête de ce qui s'ouvre. Ils tissent une relation dialectique avec cela. Par cette dialectique, le sujet se construit soit dans une posture désirante, soit dans une posture éthique face à le fantasme qui œuvre. L'écart créé par la distance à l'objet immédiatement perceptible, loin d'être une faiblesse, devient la condition fondamentale de la subjectivité. En définitive, la théorie de Lévinas et celle de Lacan convergent. La relation à l'autre n'est jamais totalement acquise. Qu'elle prenne la forme de la responsabilité morale ou du désir, le sujet se constitue toujours face à une absence permanente. Lévinas, dans le camp où il a passé les années de la guerre, fut confronté à l'absence de ces manques. Là où l'on regardait le visage, mais où le visage ne regardait pas en retour. Le visage n'était pas qu'une image figée, prête à être contemplée et dévorée. Il n'y avait pas de feuilles pour ouvrir le fantasme, pas de distance protectrice. L'absence du manque est ainsi le point de départ des régimes totalitaires. Là où tout est visible, tout devient consommable. Et dans cette transparence totale, il n'y a plus ni secret, ni altérité, ni humanité. Merci.